Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent déjà, mais j'ai actuellement deux chats chez moi. Il y a Ronnie, mon chat habituel, et je garde depuis quelques jours et pour encore quelques jours Marcus, le chat de ma sœur, qui est un chaton qui a genre 2 mois, donc qui est minuscule. Suivez-moi sur Instagram, je poste des stories tout le temps là en ce moment. Et donc c'est un peu le bordel. Vous allez peut-être les entendre miauler derrière. Ils n'arrêtent pas de se poursuivre toute la journée. C'est assez mignon. J'avais très peur qu'ils s'entendent pas parce que deux chats qui cohabitent, dont un qui est chez lui et l'autre non, ça peut amener à des bastons. Et en fait, pas du tout. Ils se sont très très bien entendus direct. Ronnie a un peu pris Marcus sous son aile et ils jouent toute la journée. Ils sont épuisés le soir. C'est vraiment le jeu permanent, donc c'est ultra cool. J'avais vraiment peur que ça se passe mal, que je doive les séparer pendant 5 jours, ce qui aurait été très chiant à gérer. Bon, ça fout le bordel par contre, hein, ils renversent tout en se poursuivant à travers l'appart, mais c'est cool, c'est très cool à regarder. Et les possesseurs de chats, les propriétaires de chats, je sais pas comment on dit, les humains de chats, savent que l'occupation favorite, c'est de photographier les chats toute la journée. Donc là, avec deux chats, autant vous dire que je passe vraiment mes journées à ça. La plupart des photos sont assez à chier. Que ce soit Marcus ou Ronnie, c'est pas du tout des chats photogéniques. Ils posent pas du tout. Ils sont tout le temps en mouvement. Faut vraiment les photographier 45 fois de suite pour avoir une photo à peu près potable. Donc il y a finalement assez peu de stories comparé à tout ce qu'il y a dans mon téléphone actuellement. Mais c'est cool. Et ma sœur va sûrement me laisser Marcus. Tiens, ben, voilà Marcus qui s'approche de moi. Il fait vraiment, il tient dans une seule main, quoi. Il est tout petit. Ma sœur va probablement me le laisser assez régulièrement, parce qu'elle est souvent absente le week-end. Ma sœur est championne de France, enfin championne de France, elle est capitaine de l'équipe de France féminine d'Ultimate, le sport avec le frisbee pour ceux qui connaissent. Voilà, donc je me la pète un peu, enfin je me la pète. Moi j'y suis pour rien, mais je suis le gars le moins sportif du monde, mais je me la pète par procuration grâce à ma sœur et grâce à son chat qui me vaut des likes sur les réseaux sociaux. Venez me suivre sur Instagram notamment, c'est là où je suis peut-être le plus actif. Instagram, Facebook, je suis un vieux, hein. Je, je suis un peu sur Twitter aussi, mais c'est plus sporadique. Je me contente principalement de relayer des trucs. Donc là, ça a été beaucoup ça, mais ces derniers jours, ça a été beaucoup s'occuper des chats. Enfin, s'occuper. Les regarder s'occuper l'un de l'autre, hein, plutôt. Mais ça a été pas mal ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre de mon temps? Là, en ce moment, je suis dans des bails assez relous vis-à-vis de l'écriture. Parce que, alors, ça concernera très peu de gens parmi vous, enfin, les gens qui écrivent ou quoi. Le boulot d'écrivain, c'est quelque chose qui est en train de devenir très administratif depuis quelques années. Il y a une grosse augmentation de toutes les démarches qu'on doit faire, notamment tout ce qui est lié aux interventions scolaires. Parce que quand vous écrivez, notamment que vous êtes auteur jeunesse, pour les ados, pour les enfants, une large part de votre activité professionnelle, on va dire, et de vos revenus, hein, accessoirement, c'est les interventions scolaires. C'est en fait d'aller dans des collèges, des lycées ou des écoles pour ceux qui écrivent pour les plus jeunes. Moi, c'est plutôt collège-lycée. Et de parler avec des classes qui ont lu vos livres, parfois de faire des ateliers d'écriture, des choses comme ça. Ça peut être plein de choses, des rencontres, voilà. Et c'est payé, et c'est plutôt bien payé, enfin plutôt bien payé. Si on fait un taux horaire, c'est très bien payé. Après, on en fait pas tous les jours non plus, donc c'est ça à prendre en compte. Et ces trucs-là sont devenus de plus en plus. Alors, ils étaient déjà encadrés, mais là, c'est encadré administrativement, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est vraiment. Il y a énormément de démarches à faire. Et là, ils nous ont rajouté un truc dernièrement qui s'appelle Adage, qui est une plateforme, j'ai envie de dire gouvernementale, en tout cas officielle, administrative. Je ne sais pas de quel ministère ça dépend. Je sais pas si ça doit être le ministère de l'Éducation, qui est une espèce d'usine à gaz ultra relou où on est maintenant quasiment obligé, on n'est pas techniquement obligé, mais en fait, les établissements exigent qu'on le soit pour nous faire intervenir chez eux. On est obligé de s'inscrire sur cette plateforme en tant qu'auteur. Et en fait, c'est une espèce de catalogue d'intervenants possibles pour les écoles. Donc, on apparaît, une fois qu'on est inscrit dans Adage, comme ça s'appelle, on apparaît dans une espèce de catalogue possible pour les établissements, s'ils veulent faire intervenir
un écrivain, que sais-je, un jongleur, un danseur, je sais pas quoi, un montreur d'ours ou que sais-je. Et alors, on peut se dire pourquoi pas à la rigueur, mais en fait jusqu'ici on s'en passait très bien. Les établissements, les profs de lettres, les profs documentalistes se renseignaient sur les livres qui sortaient, contactaient les auteurs qui les intéressaient, voilà, qui collaient aux classes qu'ils avaient, aux projets qu'ils avaient, aux programmes qu'ils avaient. Ils n'avaient pas besoin d'adage en réalité. Et adage, en fait, quasiment tous les auteurs avec qui on en parle, tout le monde est saoulé par ce truc-là. Déjà parce que l'inscription est ultra relou. Ça demande de faire un CV, de faire une lettre de motivation. Genre, c'est n'importe quoi. C'est comme un entretien d'embauche. Enfin, c'est comme si vous postuliez à un boulot, en fait. Mais il n'y a pas vraiment de boulot derrière. C'est vraiment juste pour s'inscrire sur une plateforme, quoi. Et, euh, et en fait, en plus, c'est que le fonctionnement va faire que ça va mettre. En fait, ça va favoriser les gens qui vont être très actifs sur cette plateforme et qui ne sont pas forcément des auteurs professionnels, qui ne sont pas forcément des auteurs intéressants. Je dis auteurs parce que c'est ce qui me concerne, mais en fait, il n'y a pas que des auteurs, hein, sur cette plateforme. Ça va être tous les intervenants qui peuvent venir en école. Et en fait, ça nous pousse à faire de ça, et quand je dis de ça, c'est pas les interventions elles-mêmes, mais tout l'administratif autour, à en faire notre boulot, quoi. Il va falloir soigner son CV, soigner ses lettres de motive, multiplier les offres, parce que si vous mettez juste intervention scolaire en tant qu'auteur, ben ça va vous faire moins d'opportunités que si vous mettez atelier d'écriture en plus, soutien scolaire ou je sais pas quoi. Enfin, je grossis un peu le trait parce que là, je suis en cours d'inscription, mais en gros, c'est ça la logique du truc. Et c'est une énième pierre à une espèce de démarche qui vraiment s'est amplifiée depuis quelques années sur une administrativation, je sais pas comment dire. Enfin, il y a de plus en plus d'administratifs autour du boulot d'auteur. Et c'est ultra relou parce qu'en fait, la plupart des gens qui deviennent écrivains le deviennent pas par amour de l'administration et des démarches et des papiers à remplir. Donc en fait, on passe de plus en plus de temps sur ces trucs-là à faire des factures. En fait, là actuellement, pour faire tout dans les règles, une intervention scolaire, il y a 4 plateformes sur lesquelles il faut être. Enfin, plateformes. Il y a 4 administrations avec lesquelles il faut dealer, ce qui est une dinguerie en fait. Ça rend le truc très très lourd. C'est n'importe quoi. La moindre intervention scolaire, c'est des échanges de mails dans tous les sens, des déclarations à faire derrière à 3 organismes différents. Ça ne s'arrête pas. Et là, ils nous rajoutent encore adage. Il y a vraiment un truc, en fait, c'est la culture, j'ai l'impression, de l'entrepreneuriat, de l'auto-entrepreneur. Un truc de tout considérer comme une entreprise. Tout considérer comme, ouais, comme un projet entrepreneurial. Et en fait, moi, je me suis pas mis à écrire des livres pour que ce soit un projet entrepreneurial. Donc, ce qui est en train de se passer pour moi, comme pour plein d'autres auteurs, c'est qu'en fait, doucement, on est un peu en train de se détourner des interventions scolaires. Je sais qu'il y a des auteurs qui commencent à en refuser parce que là, en fait, à l'heure actuelle, c'est encore les profs qui viennent nous démarcher. Moi, j'ai jamais de ma vie démarché un établissement en disant ah, je suis auteur, est-ce que ça vous intéresserait pas de bosser sur mes livres avec vos élèves? C'est un truc que j'ai jamais fait, que je compte pas faire, qui me semble extrêmement relou et en plus assez déplacé. Enfin, il y a un côté se vendre qui. Je sais que je suis pas à l'aise avec ça. Mais là, les établissements qui me démarchent, là, il commence à y en avoir pas mal pour cette année. euh, Maintenant, ils me demandent d'être sur Adage. Ils sont obligés, en fait. C'est pas une préférence personnelle, hein. Eux-mêmes trouvent que Adage, ça sert à rien. Mais administrativement, d'un point de vue comptable, en fait, on exige qu'ils passent par Adage. Et, euh, et donc là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui commencent à refuser les interventions scolaires parce que ça devient trop lourd en termes administratifs. On passe énormément de temps, mais en fait, ça se compte en heures maintenant, la moindre intervention scolaire, sur les démarches derrière, les envois de mails, rédiger le devis, rédiger la facture, la déposer sur telle plateforme, sur telle autre, et puis il y a toujours un truc qui va pas, donc faut refaire, et c'est comme ça tout le temps. Et pour un truc, alors comme je disais, c'est plutôt bien payé si on rapporte au taux horaire. Pour vous donner les chiffres, une demi-journée, c'est n'importe quelle durée en fait qui dépasse pas une demi-journée, mais ça peut être même pour une intervention d'1 heure, c'est ça. C'est un peu moins de 200 euros. Donc c'est pas mal, 200 euros pour 2 heures de taf, c'est bien payé. Sauf que comme je dis, en fait, on en fait.
Moi, des interventions scolaires, j'en fais, allez, doit y avoir une moyenne de une tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas la dinguerie, hein, c'est pas un truc qui me rapporte énormément d'argent. Euh, donc enfin, ouais, peut-être un peu plus qu'une tous les 2 mois. En fait, c'est par période, c'est-à-dire que souvent, la même semaine, je vais faire 3, 4, 5 interventions scolaires avec des établissements d'une même zone, en fait, qui organisent un truc groupé. Et par contre, après, pendant 4 mois, je fais rien du tout, quoi. Mais, euh, mais oui, ça fait que ça représente de l'argent, mais c'est pas non plus un argent. Enfin, pour en faire son métier, il faut vraiment s'y consacrer quasiment à temps complet. C'est-à-dire qu'il faut passer énormément de temps à faire des papiers, à faire les démarches, tout ça. Et là, oui, effectivement, si vous faites ça toute la journée, vous pouvez vous organiser un planning qui fait que, je ne sais pas si vous pouvez en vivre pleinement, mais en tout cas, ça peut commencer à être intéressant économiquement. Mais ça veut dire considérer ça comme son taf. Et comme je disais, en fait, les écrivains, quasiment tous, même ceux que j'estime pas beaucoup et que je trouve très mercenaires et tout ça, en fait, personne fait ce boulot, personne se met à écrire des livres pour remplir des papiers. Donc il y en a plein qui se détournent un peu de ça, qui se disent bon ben moi je vais continuer à écrire des livres, mais les interventions scolaires ça commence à me saouler. Et je comprends. Et moi je suis un peu en train de me dire ça aussi. Là je me suis engagé sur des trucs et tout, je vais les faire, mais ça devient très 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 lourd. Et donc j'ai passé beaucoup de temps cette semaine autour de ces histoires, à répondre à des mails. Plus la moindre intervention scolaire, vous êtes à la fois à envoyer des mails à la prof qui vous invite, enfin qui fait des choses autour de vos livres avec ses élèves, mais aussi à la comptable du lycée, à la comptable de la région ou de je sais pas quoi, de l'agglomération de communes ou du rectorat ou quoi. Souvent, il y a la ville aussi dans le lot parce que le lycée va payer une moitié, la ville va payer une autre moitié. Donc, vous multipliez par deux le nombre de documents envoyés, de trucs, de machin. Et en fait, vous passez très très vite, vraiment, ouais, des heures pour la moindre intervention. Donc il y a ça à prendre en compte aussi dans le fait que ce soit plutôt bien payé, quoi. Je sais plus du tout pourquoi je raconte ça. Bon, je vais vous raconter un peu à quoi j'ai passé ma semaine. J'ai passé, en plus, là c'était beaucoup. En fait, j'ai passé ma semaine et oui, ma semaine, un peu plus de ma semaine même, beaucoup à toutes les activités annexes de l'écriture, parce que donc il y a eu tous ces trucs-là de préparer des interventions scolaires avec cette plateforme Adage que tout le monde déteste, qui est en plus vraiment une usine à gaz, hein. C'est le genre de truc, c'est quasi sûr que dans 2 ans, ça n'existe plus, c'est remplacé par autre chose. Enfin, on a déjà vécu ça plusieurs fois là, ces dernières années, de trucs où on nous fait chier à nous inscrire, à faire tout un tas de démarches pour au final nous dire 6 mois après que ah ben non, finalement on change de système. Et donc j'ai fait ça. J'ai été avec mon éditeur principal, Actes Sud. J'ai un projet avec eux pour l'année prochaine, une série de romans sur laquelle ils misent beaucoup. Donc j'ai été à Arles, dans le sud de la France, où Actes Sud en fait a ses bureaux principaux à Arles. Ils ont plein de bureaux à Paris aussi, mais moi c'est à Paris qu'est mon éditeur et tout ça. Mais là c'est le QG le QG d'Actes Sud est à Arles et j'y suis allé pour rencontrer les représentants pour présenter mon prochain projet, pour essayer de leur donner envie de le défendre. Les représentants, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un peu le maillon de la chaîne du livre qui est très important. C'est les employés d'un éditeur. Alors souvent, ils bossent en fait avec plusieurs éditeurs à la fois. Mais c'est des gens qui font le tour de toutes les librairies de France, hein, globalement, pour aller rencontrer les libraires et pour leur présenter les prochains projets. Et en fait, ils ont plein de projets à présenter. Et donc, selon les sensibilités des représentants, ils mettent en avant certains projets plus que d'autres. C'est de la préférence personnelle. C'est impossible de faire autrement. C'est même pas, comment dire, c'est pas injuste en fait dans l'absolu. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec 40 nouveautés ou même plus que ça à présenter aux libraires et à essayer de leur donner envie. Leur boulot, c'est de leur donner envie aux libraires de vendre, de mettre en avant leurs nouveautés à eux, quoi. Et, euh, et donc forcément, dans toutes ces nouveautés, ben oui, il y en a qui sont encore plus mises en avant que les autres, quoi. Et donc tout l'enjeu de la réunion à laquelle j'ai participé à Arles, c'était de leur donner envie de me mettre moi en avant, on va dire. Je sais pas si j'ai réussi, j'espère. C'est très dur à estimer. J'étais devant, je sais pas, une quarantaine de représentants, un truc comme ça. Ils avaient l'air intéressés par ce que je disais. Après, je peux pas vraiment en dire plus pour l'instant. On verra comment sera la mise en place en librairie. Ça sortira en février, je vous en parlerai à ce moment-là. Mais en février, il y aura ça. Et j'ai aussi passé cette semaine beaucoup de temps
à préparer, notamment en termes de mise en page, à préparer un roman que je vais sortir en auto-édition. On en parlera aussi dans très très peu de temps. Je vais faire une vidéo dédiée à ce roman. Mais c'est la suite de d'autres romans que j'ai déjà publiés chez un éditeur, quoi, des romans de fantasy. Euh, et en fait, l'éditeur ne veut plus suivre la série pour des raisons de vente, hein, globalement. Le premier tome s'était très bien vendu, c'était un des gros succès de leur année. Et le deuxième tome, pour des raisons assez mystérieuses, à mon avis, j'ai pas envie de m'engager sur ce terrain-là, mais il y a eu des trucs très bizarres au moment de la sortie. Je pense que l'éditeur a foiré un truc à ce moment-là. Mais en tout cas, le deuxième tome s'est très mal vendu, peu importe les raisons. Et donc l'éditeur ne veut pas continuer la série. Sauf que moi, c'est une série que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'aime énormément écrire, qui est pour moi un des meilleurs trucs que j'ai écrit, et qui a quand même une petite fanbase, on va dire. Et j'ai envie de la poursuivre, quoi, cette série. J'ai pas envie de l'abandonner juste parce que l'éditeur n'en veut plus. Mais comme ben, c'est une série qui a commencé chez un éditeur, c'est très dur de la continuer chez un autre éditeur, en fait. En fait, les éditeurs, ils veulent pas d'un tome 2, d'un tome 3. Enfin, là, c'est un tome 3 en l'occurrence. Ils veulent pas d'un tome 3 s'ils ont pas le tome 1 et le 2, quoi. Parce que on en a déjà parlé dans des vidéos sur des mangas ou quoi, mais euh, dans une série, que ce soit en livre, en film, en film, c'est peut-être un peu différent. Mais en tout cas, en livre, en manga, le tome 1 d'une série se vend toujours plus que le tome 2, 3, 4, 5. En fait, ça ne fait que baisser les ventes d'une série. Ça ne peut pas vraiment augmenter. Parce que les gens, même qui découvrent la série sur le tard, ben, ils vont pas commencer par le tome actuel. Ils vont commencer par le tome 1. Ils vont reprendre les choses au départ. Et dans le lot, enfin dans les gens qui lisent une série, ben il y a des gens à chaque tome qui se désintéressent de la série, soit parce qu'ils découvrent qu'en fait ils aiment pas, ils avaient acheté par curiosité le tome 1, ils aiment pas, bon ben ils arrêtent, c'est normal. Il y a des gens qui s'en lassent aussi, au bout de deux trois tomes, bon en fait ils ont arrêté de suivre, parfois suivant le délai de sortie, enfin voilà, mais il peut y avoir plein de raisons, vous connaissez, vous-même je suis sûr que vous avez déjà arrêté des séries. Donc oui, il n'y a aucun éditeur qui veut un tome 3 d'une série, quoi. Donc je vais le sortir tout seul. Là, il est terminé, il est prêt. Je vais recevoir le stock bientôt. J'ai déjà reçu le BAT, le bon à tirer. En gros, le BAT, c'est l'exemplaire type, quoi, pour vérifier que tout est bon. Tout est bon. Donc voilà. Donc va y avoir les exemplaires qui vont m'être envoyés chez moi et je vais les vendre directement sur Internet. C'est la deuxième fois de ma carrière que je fais ça, que je fais une publication indépendante comme ça. La première, c'était il y a très longtemps. C'était un projet assez bizarre qui s'appelait Terreur Triste, que vous pouvez encore trouver en PDF sur mon blog, si ça vous intéresse, qui est un projet à mi-chemin du roman, du fanzine, du journal intime. Ça avait plutôt bien marché, ça. Pareil, ça. Il y a un public. Je sais que j'ai certains de mes lecteurs qui estiment que Terror Triste c'est mon meilleur truc. C'est pas mon cas. C'est un truc qui est assez vieux hein, maintenant. Mais je sais qu'il y a ouais, il y a des gens qui ont beaucoup d'affection pour ce projet. Et donc là, je vais sortir ce troisième roman, Les Mondes Miroirs. Enfin, Les Mondes Miroirs, c'est le nom de la série. Bon, on en reparle très bientôt. Je ne vais pas tout vous dévoiler là-dessus maintenant. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai passé beaucoup de temps là-dessus aussi, sur la mise en page, sur essayer de créer la version EPUB, ce qui est beaucoup plus compliqué qu'il n'en a l'air. Euh, et aussi à faire des démarches pour contacter un imprimeur qui est en train de fabriquer les livres et tout pour préparer la plateforme de vente, des choses comme ça. Donc ouais, j'ai passé beaucoup de temps cette semaine à faire des trucs liés à l'écriture, mais qui ne sont pas de l'écriture à proprement parler. Et ce qui est un truc en tant qu'écrivain qui est très relou en fait. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes en train de faire des trucs essentiels à votre travail, de la promo, des démarches administratives, de la fabrication, des choses comme ça, mais c'est pas vraiment votre travail. Et c'est pas ultra plaisant. L'activité en elle-même, toutes les activités que j'ai décrites, ne sont pas des activités qui font plaisir, quoi. Euh, mais il faut les faire. Donc j'étais en train de les faire. Je n'ai pas écrit ces derniers jours. Je n'ai pas écrit ces dernières semaines même. J'ai fait un peu une petite pause. Mais par contre, j'ai fait plein de trucs liés à ça, quoi. Voilà. Ça a été un peu ça mes dernières activités. C'est pas un Insomniac Club très intéressant, hein. Je suis en train de raconter ma vie. Mais bon, c'est aussi le principe de cette série d'enregistrement audio. C'est de simplement parler sans trop préparer. Là, comme d'habitude, quand je fais un Insomnia Club, je suis en train de jouer à un jeu vidéo, à savoir Street Fighter 6. Je crois que j'avais déjà fait un Insomnia Club où j'étais en train d'y jouer. Je suis en train de me lasser de Street Fighter 6, ce qui est un truc assez étonnant, parce que moi je suis très très fan de Street Fighter, c'est probablement ma série de jeux vidéo favorite.
Il y a d'autres séries qui ont beaucoup compté pour moi. On avait déjà parlé de Borderlands. Mais Street Fighter, c'est vraiment un truc. Alors attendez, je fais juste une pause pour séparer Marcus et Ronnie qui sont en train de se battre. 2 secondes. Je reviens dans pas longtemps. Bon, ils se battaient pas vraiment, mais ils jouaient un peu violemment. J'ai préféré les calmer un petit peu. Euh, et ouais, non, je disais, oui, Street Fighter 6. Moi, Street Fighter, c'est une série vraiment très importante pour moi que je suis depuis le 2. Je me rappelle avoir eu le 2 sur Mega Drive quand j'étais en primaire. Je devais être en CM1, CM2, un truc comme ça. Et depuis, j'ai jamais lâché ce jeu. J'adore Street Fighter. Et j'adore même le lore de Street Fighter, qui est pourtant, c'est un lore de jeu de baston, donc ça va pas très très loin. Mais je sais quels sont les liens entre les persos, des choses comme ça. Et, euh, et ouais, non, c'est un jeu, enfin, c'est une série de jeux qui est vraiment mon jeu du cœur, quoi. Et j'ai toujours adoré les épisodes. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué au 4, encore plus au 5, donc le précédent. Et là, moi, la sortie du 6, je l'attendais évidemment, comme tous les fans. Et en plus, il a été très très bien reçu, le 6. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui s'intéressent aux jeux de baston et à Street Fighter en particulier, mais le 6 a fait l'effet, enfin, tout le monde était très très heureux de la sortie du 6 parce que Capcom a visiblement, enfin c'est plus que visiblement, hein, je confirme que c'est le cas, ils ont appris des erreurs du 5. C'est-à-dire que, surtout en termes de, on va dire, de sortie, de réception publique. Parce que le 5, quand il est sorti, pour ceux qui s'en souviennent, c'était il y a 6 7 ans, il est sorti dans une version très très vide. C'était même un peu honteux, franchement. Il y avait quasiment rien dans le jeu. Il y avait les 16 persos, un mode online qui fonctionnait assez mal. Ça a toujours. C'est resté jusqu'à la fin d'ailleurs. Le mode online de Street Fighter V, il déconne pas mal. C'est toujours la galère pour trouver des adversaires. Mais il y avait le mode online. Il y avait deux, trois trucs, genre un mode survie pété, voilà. Mais il n'y avait pas de mode histoire. Le mode arcade, je crois qu'il n'y avait pas de mode arcade non plus d'ailleurs. Les modes online, vraiment, il y avait le versus point, quoi. Il y avait quasiment rien. Même les menus, ils faisaient peine à voir. Ça faisait vraiment menu de vieux jeux vidéo. Enfin, il n'y avait rien qui allait. Il l'avait clairement sorti trop tôt. Probablement qu'il n'était pas réellement fini à ce moment-là. Il était jouable, quoi. Donc, ils avaient des délais à tenir. Ils l'ont sorti. Mais c'était pas un jeu qui valait les 60 euros qui coûtait, quoi. Et, euh, et donc oui, ça a été très mal reçu. Ça a fait que même de manière durable, les gens ont beaucoup pesté contre Street Fighter V. Et encore aujourd'hui, quand vous demandez aux fans de Street Fighter V, enfin aux fans de Street Fighter, aux gens qui s'intéressent un peu aux jeux de combat, ils vous disent que Street Fighter V c'était de la merde, c'est un des pires épisodes de la série, tout ça. Ce qui, en fait, n'est pas vrai du tout. Moi, j'ai adoré Street Fighter V, mais effectivement, il y a eu un problème à la sortie. Quand je dis j'ai adoré Street Fighter V, je défends pas du tout l'état dans lequel il est sorti, absolument pas. Mais la vérité, c'est qu'en fait, comme je dis, il a duré 7 8 ans. Et à la fin, là, si vous jouez à Street Fighter V aujourd'hui, avec tous les DLC, toutes les mises à jour qui ont été faites, c'est un jeu extrêmement complet. Il y a une quarantaine de persos, il y a un mode histoire, il y a un mode histoire par personnage, il y a un mode histoire général, tout a été amélioré. Il y a énormément de bonus dans tous les sens, de trucs en DLC, machin. C'est un jeu très complet qui en plus a été beaucoup rééquilibré en termes de gameplay. Moi j'aime beaucoup le gameplay du 5, qui est un gameplay très agressif qui pousse à aller à l'attaque. Et, euh, et donc oui, j'ai beaucoup aimé le 5, mais il faut le prendre pour ce qu'il est aujourd'hui. Faut, il a beaucoup pâti, Street Fighter V, de ses premiers mois de vie. Mais en fait, très rapidement, dès l'année suivante, il était déjà beaucoup plus complet, en fait. Et sauf que les gens l'ont lâché avant ça. Ils y ont joué un petit peu, ils ont vu que c'était vide, ils sont jamais revenus. Et ils ont raté, en fait, un très bon Street Fighter, selon moi. Et là, le 6, quand il est sorti, dès le jour de la sortie, c'était un jeu incroyablement généreux. Il y a énormément de choses dans le jeu. Alors, il y avait que 18 persos à la sortie, mais 18 persos, c'est bien en fait pour un jeu de baston. Il n'y a pas besoin de plus à la sortie du jeu. Surtout qu'après, on sait que les DLC vont arriver et tout. Et 18 persos, il y a déjà, s'ils sont bien différenciés les uns des autres, bien équilibrés, il y a largement de quoi s'amuser, hein, il n'y a pas besoin de plus. Et donc, il y a 18 persos, mais il y a surtout énormément de modes de jeu. Des modes de jeu, même bonus, quoi, des trucs, les combats extrêmes, comme ils appellent ça, avec des obstacles sur le terrain de combat et tout. Il y a un mode histoire très très long
qui est en plus très original pour un Street Fighter parce que c'est un mode histoire qui ressemble à un beat'em all en 3D où vous vous baladez librement dans une ville en monde ouvert. Alors, monde ouvert, c'est pas GTA, hein, la ville est pas très grande, mais c'est voilà, c'est un mode comme ça où vous voyez votre personnage de dos. Il y a un mode de création de personnages, il y a vraiment beaucoup de choses. Le jeu, il est ultra complet et là, pour le coup, personne peut crier à l'arnaque, quoi. C'est vraiment, il vaut les 60-70 € qui coûtent. On a rarement vu un jeu aussi complet. Les jeux de baston très complets. Il y a aussi la série des Mortal Kombat. Les Mortal Kombat modernes, quoi. Je parle pas des anciens, hein, mais ceux qui sortent depuis une dizaine d'années, sont aussi très généreux en contenu en général. Moi, c'est des jeux que j'aime pas beaucoup. J'ai toujours trouvé le gameplay des Mortal Kombat très lourd, mais par contre, en termes de contenu et notamment de contenu solo, c'est des jeux ouais, très généreux. Il y a beaucoup de choses à faire avec un Mortal Kombat, même sans être compétitif en ligne, quoi. Et là, Street Fighter 6 a un peu pris ce chemin-là aussi. Vous pouvez vous amuser en solo sans du tout vous occuper du online. Vous avez déjà pour 80 heures de jeu facile, quoi. Et, euh, et ne serait-ce qu'avec le mode histoire. Le mode histoire, le World Tour, comme il s'appelle, si vous voulez le faire en entier avec toutes les quêtes secondaires, parce que, comme je dis, c'est un monde ouvert, donc qui dit monde ouvert, dit quêtes secondaires dans tous les sens, trucs à collectionner, machin, grind à faire pour améliorer vos relations avec les personnages. Si vous voulez tout faire à bloc, c'est des dizaines et des dizaines d'heures de jeu, hein. Et moi, je me suis beaucoup amusé sur le mode solo. Mais par contre, je ne m'amuse pas beaucoup. Je peux pas dire pas du tout, mais pas beaucoup sur le mode online. En fait, il y a des trucs qui me manquent dans ce Street Fighter 6 et qui font que malgré son côté ultra généreux, ultra complet, je suis un peu mitigé, beaucoup plus que la plupart des gens. Alors, j'ai vu que ça commence à y avoir des gens qui disent aussi ce que je dis. Je suis pas tout seul à le dire, mais globalement, comment dire, le premier accueil qui a été fait à Street Fighter 6 était ultra positif. Euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment un plébiscite. Maintenant, ça commence à un petit peu se contraster. C'est que moi déjà, alors le premier truc, mais là qui pour le coup est vraiment personnel, j'ai pas trouvé mon perso du cœur. C'est-à-dire que dans les 18 persos de départ, maintenant il y en a 20, ils en ont rajouté 2 en DLC, il n'y a aucun perso que j'adore jouer. Dans un Street Fighter, c'est important quand même d'avoir son perso, celui qu'on va beaucoup choisir. Et là, il y en a aucun. Il y en a quelques-uns que j'aime bien. J'aime bien Manon, la française, qui est un nouveau perso. Mais je l'aime bien, mais c'est pas non plus. Je l'adore pas, quoi. Et, euh, et ouais, je sais pas, que ce soit dans le gameplay, dans le look, dans les scénarios, parce qu'en fait, tout ça, c'est important quand vous jouez à un jeu de baston. Alors, si vous êtes très compétitif, que vous faites des tournois et tout, bon, ben, vous choisissez le meilleur perso globalement. Mais quand vous êtes comme moi, un joueur qui est plutôt bon, je suis plutôt bon à Street Fighter, mais je suis pas exceptionnel, j'ai pas un niveau qui me permettrait de faire de l'e-sport. Euh, En fait, c'est important aussi le look du perso, son histoire, sa backstory, tout ça. Et là, il n'y a aucun perso qui m'intéresse beaucoup. Donc on verra avec les DLC. Peut-être qu'au bout d'un moment, je vais trouver un perso qui me plaît. Pour l'instant, comme je dis, je joue Manon, mais c'est pas avec grande conviction. Donc bon, on verra. Donc ça, c'est le premier problème, mais qui m'appartient à la rigueur, hein. Il y a sûrement des gens qui ont trouvé des persos qu'ils aiment. Il y a tous les persos classiques, notamment le 8 de base, comme on l'appelle, les 8 persos de Street Fighter 2. Euh, et en plus de ça, il y a des trucs de gameplay, et là pour le coup, je suis pas le seul à le dire, où, qui me satisfont pas en tant que joueur. Notamment, en fait, je trouve que dans Street Fighter 6, contrairement au précédent, euh, il y a un peu une stratégie optimale qui se dégage rapidement. C'est-à-dire que le jeu, malgré le fait qu'il soit très généreux en gameplay aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de systèmes de jeu, il y a beaucoup de mécaniques de jeux, de trucs que vous pouvez faire avec votre perso en combat. Ils ont été très généreux là-dessus aussi. Il y a plein de possibilités. Mais en fait, très rapidement, vous comprenez que la stratégie dans Street Fighter 6, c'est de pousser l'adversaire dans le coin et de l'enchaîner avec le meilleur combo de votre perso, quoi. Et en fait, ça fait. C'est tellement évident que c'est la meilleure stratégie à faire en combat qu'en fait, les matchs en online se ressemblent très vite tous un petit peu. Parce que tout le monde applique cette stratégie. Les gens ne sont pas très créatifs sur Street Fighter 6 parce que le jeu ne pousse pas à ça. Le jeu dit bon ben t'as 80% de chance de gagner avec cette stratégie-là,
Toutes les autres, tu as quelques pourcents de chance. Ben oui, bon, ben tout le monde prend la stratégie à 80%, hein. Et ça fait que, ouais, tous les matchs se ressemblent. C'est toujours. Même avec les persos, encore une fois, il y a plein de possibilités. Les persos ont énormément de coups spéciaux, de commandes d'attaque, tout ça. Mais en fait, il y en a toujours une ou deux qui sont largement meilleures que les autres. Donc en fait, chaque perso a sa petite routine que vous devez appliquer. Et en fait, vous n'utilisez quasiment pas la moitié des coups de votre perso. Vous les utilisez jamais parce qu'ils sont pas utiles. Ils sont juste là pour faire en sorte qu'on dise ah là là, ils ont vraiment mis plein de coups par perso. Oui, c'est vrai, mais en fait, la plupart sont complètement inutiles. Donc, est-ce que vraiment ça compte? Et il y a un peu ça, ouais, qui me frustre avec ce Street Fighter 6, cette impression qu'en fait, on est poussé à jouer d'une certaine façon. Ce qui fait que, bon, ben, très vite, on a l'impression un peu d'avoir fait le tour. Alors, je dis ça parce que aussi, comme je dis, je suis pas d'un niveau de dingue. Donc, je me sens. Là, j'ai atteint, j'ai l'impression, mon plafond de verre sur ce que je peux faire. Et ça fait que. Le système du online dans les jeux de baston est fait de telle façon que vous jouez avec des gens qui ont à peu près votre niveau. Donc, globalement, le niveau auquel je joue sur le online me donne des matchs très répétitifs. C'est toujours les mêmes matchs. Donc ouais, je joue très peu en fait sur le online. Là, pendant que je vous parle, je joue au mode solo. Je suis retourné sur le World Tour avec mon personnage, le personnage que j'ai créé, que j'ai fait à l'image de l'héroïne des Mondes Miroirs, le roman de fantasy dont je vous parlais tout à l'heure. Et, euh, et j'essaye d'améliorer, je monte son niveau. Je participe à des tournois cachés dans le mode solo. Euh, je m'amuse. En vrai, comme je disais, hein, le mode solo, c'est déjà une bonne raison de jouer au jeu. C'est pas déshonorant d'aimer le jeu pour ça. Mais c'est pas pour ça qu'il a été fait. On va pas se mentir, un jeu de baston, c'est fait pour le compétitif. Et là, le compétitif m'intéresse pas beaucoup sur Street Fighter 6. Donc bon, on verra comment ça évolue avec les DLC. Il peut aussi y avoir des rééquilibrages. Un jeu de baston, surtout un jeu de l'importance de Street Fighter, c'est un jeu qui est rééquilibré très fréquemment, où Capcom intervient tous les 2 3 mois pour faire un patch, un truc. Donc ça peut modifier, en fait sur la longueur, ça va pas le faire en une fois, mais sur la longueur, ça peut modifier assez profondément la manière de jouer. On l'avait vu sur le 5, où la manière de jouer au 5 a beaucoup bougé entre le lancement du jeu et la fin de vie du jeu, quoi. Je sais pas s'il reste forcément des gens sur le online du 5. Il doit même rester des gens sur le online du 4. Il y a les jeux de baston, il y a vraiment des forcenés de un épisode, hein. Il y a encore des gens qui font des tournois de Street Fighter 2, Street Fighter 3. Donc je pense que pareil pour le 4 ou le 5. Il doit y avoir des mecs qui vont rester sur le 4, le 5 et ne pas passer au 6. Mais là, il y a Marcus qui s'approche du micro. Il est en train de se frotter. Ça doit faire des bruits bizarres. Il est en train de donner des petits coups de patte contre le micro. Il est vraiment très mignon. Ah, il est très mignon, mais il a un peu de pipi. Il a un peu de pipi sur les fesses. Il s'est mal essuyé. Je vais lui faire sa toilette après. Mais voilà. Donc ouais, Street Fighter 6, en vrai, objectivement, c'est un bon jeu. Ce serait vraiment très très abusé de ma part de dire que c'est pas un bon jeu. C'est évidemment un bon jeu. Ils ont fignolé le truc et comme je dis, il y a énormément de contenu dès le lancement, quoi. Vous mettez le jeu dans la console, il y a déjà plein de contenu. Donc c'est cool. En vrai, toutes mes réserves, ça se trouve, vous, le gameplay du 6, il va très bien vous convenir et vous serez très content avec la manière dont il se joue. C'est pas mon cas. Et je suis un peu déçu parce que c'est vraiment. Street Fighter, c'est important pour moi en fait. C'est des jeux vraiment auxquels je tiens beaucoup. Et j'attendais ce nouvel épisode, quoi. J'étais vraiment excité. Et ben, je le suis moins maintenant, manette en main. Et ça m'avait pas fait ça depuis un moment. Parce que, en fait, il y avait le 3. Le Street Fighter 3, c'était déjà un jeu que j'aimais pas tant que ça. Et encore aujourd'hui, c'est un jeu que je prends pas trop plaisir à réexplorer. Je le trouve, les mécaniques. Alors, il y a des gros fans hein, de Street Fighter 3. Parce qu'ils ont introduit des mécaniques qui ont beaucoup plu à certains fans. Et Street Fighter 3, c'est aussi le moment où le jeu compétitif autour de Street Fighter est devenu un peu légendaire parce qu'il y a eu le fameux moment historique de Daigo contre Justin Wong. Ceux qui connaissent Street Fighter voient très bien de quoi je parle. C'était un tournoi, alors c'était en 2000 et quelques, début des années 2000, je crois. Euh, Tournoi de Street Fighter 3 où Daigo Umehara, qui est un joueur légendaire japonais de Street Fighter,
affrontait Justin Wong, un autre joueur un peu moins légendaire, mais très bon aussi, américain de Street Fighter. Et en fait, dans Street Fighter 3, donc c'était un tournoi, c'était à l'époque, hein, c'est-à-dire que c'est pas, ils jouaient pas dans un stade devant 10 000 personnes. C'était dans une espèce de cave. Alors il y avait quand même, je sais pas, quelques centaines de personnes, mais c'était pas la même ampleur qu'aujourd'hui. Et en fait, dans Street Fighter 3, il y a une mécanique qu'on appelle le pari, qui permet d'encaisser des coups sans prendre le moindre dommage. Parce que vous savez, dans Street Fighter, quand vous défendez un coup spécial, notamment, vous prenez moins de dommages parce que vous défendez, mais vous en prenez un peu quand même, hein, un petit peu. Et en plus, il y a ce qu'on appelle le block stun. Enfin, c'est-à-dire que quand vous, je ne vais pas rentrer dans les termes trop techniques, mais en gros, quand vous encaissez un coup en défense dans Street Fighter, il y a un petit laps de temps qui est très court, mais qui est de quelques dixièmes de seconde, où vous ne pouvez pas réagir derrière. Vous ne pouvez pas donner un coup direct après en avoir paré un. Et dans Street Fighter 3, il y a un système, il y a la défense classique en appuyant sur arrière pour parer les coups, mais il y a un autre système qui s'appelle le pari, qui fait que si vous appuyez sur avant, donc c'est très contre-intuitif, vous appuyez sur avant pile au moment où le coup de l'adversaire vous touche, c'est vraiment le délai, il est très très court. Si vous y arrivez, vous encaissez le coup de l'adversaire sans le moindre dommage, même si c'est un super coup, et en plus, vous pouvez réagir derrière beaucoup plus vite. Et donc, tout ça pour raconter la finale, où Daigo, qui joue Ken, se bat contre Justin Wong, qui joue Chun-Li, et Daigo, donc Ken, n'a quasiment plus de vie. Il est sur le point de perdre, il a vraiment plus rien. Le moindre coup le tuera. Et Chun-Li, Justin Wong, lance la super. La super, je crois que c'est 18 coups à la suite. La super de Chun-Li, c'est un enchaînement de coups de pied. Et je crois qu'il y en a 18 en tout dans le truc. Si un seul de ces coups de pied touche Daigo, il est mort. C'est terminé, même en défense. C'est-à-dire que là, il a tellement peu de vie, et comme c'est un super coup en face, il va se prendre un petit peu de dégâts même en défense, et donc il est mort. Et, euh, et donc, il faut qu'il fasse un pari, comme je disais, sur 18 coups à la suite. Et comme j'expliquais, le pari doit être exactement au moment où les coups touchent. Et Daigo réussit. Donc la séquence est devenue légendaire. Il réussit et derrière, en plus, il arrive à placer un coup. Lui-même, il place sa super. Ce qui est assez compliqué aussi, parce que ça nécessite... Enfin, c'est très technique le truc, mais en gros, il est obligé de rendre de rendre sa suite de paris encore plus difficile en sautant à un moment pour mettre son coup derrière. Et donc il réussit, il gagne le match. Et ce moment est devenu légendaire. Je vous conseille vraiment de regarder, même si vous jouez pas à Street Fighter, allez voir la vidéo sur YouTube Daigo contre Justin Wong. Vous allez tomber dessus. Elle est assez galvanisante. Il y a un truc, il y a la foule qui hurle au fur et à mesure des paris. Parce que en pari un coup, c'est déjà pas mal. Mais là, il y en a 18 à la suite. Et donc, c'est un truc, au fur et à mesure des 18 coups, la foule hurle de plus en plus fort. Et ça finit en espèce d'hystérie collective. Et c'est vraiment très cool à regarder. Et donc, de Street Fighter 3 a été aussi le moment voilà, où Street Fighter est devenu un jeu compétitif un peu de premier ordre grâce à ce genre de moment. Et, euh, et moi, Street Fighter 3, c'est un jeu que j'aime pas trop non plus. Un peu pareil, il n'y a pas mon perso du cœur. Je trouve il y a beaucoup de nouveaux persos dans Street Fighter 3. Il reste très très peu de persos classiques. Et je sais pas, il y a plein de trucs dans les mécaniques de jeu et tout, où le 3, il m'a jamais trop plu. J'aime beaucoup Street Fighter 2, j'aime beaucoup Street Fighter Alpha, la série des Alpha ou Zero au Japon. J'aime beaucoup Street Fighter 4, j'ai adoré Street Fighter 4. Street Fighter 5, comme je dis, en fait, Street Fighter 5, de toute la série, c'est l'épisode sur lequel j'ai passé le plus de temps. Je pense que ça se compte en milliers d'heures, hein, Street Fighter 5. J'ai vraiment joué non-stop dessus pendant 7 ans. Et, euh, et là, ouais, il n'y a que le 3 et maintenant le 6 où je suis un peu plus réservé. Alors, ça reste des jeux que j'aime bien, hein, c'est Street Fighter, c'est des bons jeux, mais j'y joue pas avec une passion dévorante, quoi. Et ça me fait un peu de peine, finalement, si je puis dire, parce que c'est une série importante, donc j'aurais aimé être comme tout le monde et adorer ce Street Fighter 6. Bon, ben c'est pas le cas, visiblement. Tant pis, il y a des gens qui adorent, c'est très bien pour eux.
J'ai beaucoup parlé de choses très peu intéressantes. Je pense qu'il reste très peu de gens là à ce stade de la vidéo. On a parlé de quoi? De mes chats, Marcus et Ronnie. Enfin, Marcus n'est pas mon chat, mais c'est pas mon chat, mais il est chez moi là actuellement. Je le considère comme mon chat. On a parlé de d'adage pour les écrivains. Préparez ceux qui veulent écrire, préparez-vous à ce genre de conneries. C'est insupportable. J'espère que je vais m'en sortir. J'espère que ma lettre de motivation sera acceptée. Parce que là, comme je vous disais, adage, il faut vraiment faire une lettre de motive. J'ai pas fait de lettre de motivation depuis des années, quoi. Genre, qu'est-ce que je vais raconter? C'est oui, je suis écrivain, je veux faire des interventions scolaires parce que ça rapporte de l'argent. C'est, je vais devoir broder, genre dire oui, ça permet de rencontrer des lecteurs, machin. Ce qui est vrai, mais en fait, à écrire dans une lettre de motive, ça fait pitié, ça fait très hypocrite. Je comprends pas le truc. Bref. Et on a parlé de Street Fighter. Je vais vous laisser là. Je vous dis à lundi pour une vraie vidéo, entre guillemets. Je sais pas du tout de quoi on parlera. J'ai pas mal de mangas en stock. Hein. C'est pas, le choix ne manque pas, mais je sais pas encore duquel j'ai envie de parler. Je pense que je vais lire un truc là ce week-end. J'ai envie de relire une série courte que j'ai en tête. Peut-être que c'est d'elle dont on parlera. Je vous dis à très bientôt. Bon week-end, bonne nuit si vous m'écoutez, comme d'habitude avec les Insomnia Club, si vous m'écoutez le soir avant de dormir. Et puis, ben, prenez soin de vous. Ciao.